Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Duo Crypto. Donc, encore une fois, cette semaine avec mon collègue, mon fidèle collègue Quentin. On a d'autres belles nouvelles à discuter avec vous. Ça va bien, Quentin? Oui, ça va bien. Comment vas-tu, Francis? Ça va très bien. Écoute, ça va moins bien pour la blockchain Solana, par contre. Ce cher projet qui a encore une fois un autre problème cette semaine, d'ampleur un petit peu moins grave, je dirais, par contre. Mais ils ont perdu, l'horloge a perdu 30 minutes de décalage, en fait. Donc, toutes les transactions ne sont pas affectées en termes de performance, mais par contre sont décalées de 30 minutes, ce qui risque de créer des problèmes aussi au niveau des mineurs. Tu peux en dire un peu plus, Quentin? Oui, c'est ça. Ben, en fait, la manière dont fonctionne la blockchain Solana, c'est que il y a des mineurs qui sont sélectionnés pour justement créer de nouveaux blocs. Sauf que lorsque il y a un décalage de 30 minutes, eh bien, ça veut dire que ceux qui étaient sélectionnés en dernier, eh bien, ne pourront pas passer parce que justement, la sélection, le minage de blocs prend plus de temps que prévu. Fait que ce qui fait en sorte que certains mineurs perdent justement la possibilité de créer des blocs et de recevoir des rewards de staking. Donc ça, c'est malheureux. Et c'est pas justement le premier problème de la blockchain Solana, mais c'est un de trop, malheureusement. Tout à fait. C'est dommage parce que la technologie derrière Solana, on en avait déjà parlé, c'est quand même c'est un bon projet qui était bien pensé. Par contre, il enchaîne problème par-dessus problème depuis les derniers mois. Donc, je ne sais pas au niveau des investisseurs, est-ce que ça va les faire reculer un petit peu parce qu'à un moment donné, tu peux pardonner une ou deux erreurs, selon moi, ça peut arriver. Il n'y a rien de parfait, puis on est encore au tout début, comme on dit souvent, mais par contre, d'enchaîner ça comme ça avec autant de problèmes, je ne suis pas certain que le hype va rester encore autant là, si ça continue de cette façon-là. Oui, parce qu'on sait que justement la répartition du financement de la blockchain Solana, eh bien, il y avait beaucoup de financement privé, mais on sait que le financement privé, ben, ça peut être à double tranchant, comme on l'a vu justement avec Terra Luna. Si les investisseurs ne sont pas contents et que ce sont des investisseurs importants, eh bien, ça ne leur prend pas beaucoup de réflexion avant justement de liquider leur position et faire tomber tout le projet. Donc, espérons que la blockchain Solana ne va pas être la deuxième victime finalement de cette concentration de financement-là. Mais quand on sait encore une fois que le CEO de Solana Lab pense que c'est pas grave s'il y a des problèmes au niveau du network de la blockchain Solana, eh bien, je me demande combien de temps la communauté va encore gérer et passer outre ces différentes problématiques. C'est sûr. Puis en plus, on sait que la compétition est de plus en plus forte. On en a parlé déjà avec tu sais, Cardano, Algorand, Tezos. C'est sûr qu'éventuellement, si le projet Solana continue à avoir des problèmes, je pense qu'il pourrait peut-être perdre même des développeurs aussi également. Puis on sait que maintenant aussi, il y a beaucoup de blockchains qui travaillent avec des bridges, donc qui Mhm. facilitent justement le transfert d'applications d'une blockchain à une autre. Exemple, il n'y a pas le Polkadot, il y a Cosmos aussi qui veut le faire l'interopérabilité. Ça pourrait aussi enlever pas mal de développeurs à Solana éventuellement. On verra la suite de ça. Tu parlais de Luna tantôt, justement. Il y a une nouvelle par rapport à eux. Dernièrement, il y a 2 jours environ, je ne me trompe pas, ils ont finalement sorti le Terra Luna 2.0, qui appelle. Mhm. Donc, comme on pensait, en fait, il va y avoir Terra Luna qui va être une nouvelle blockchain, hein. C'est ça qu'il expliquait. Il faut faire attention, ce n'est pas un fork, mais c'est vraiment une nouvelle blockchain. Mais par contre, l'ancien Luna va s'appeler Luna classique, un peu comme on parlait avec Ethereum. Puis, Exact. ils vont vraiment fonctionner de façon complètement séparée. Puis, on commençait à faire un airdrop justement de Luna. Par contre, ça a été un peu critiqué par la communauté parce que malgré les gros investissements de certaines personnes, ça n'a pas été très payant pour eux de recevoir les airdrops des nouveaux Luna, là. Non, c'est ça. Et comme prévu, bien, les gros investisseurs de Luna la version 1, eh bien, se sont retirés. Mais évidemment, lorsque la proposition a été faite, c'est surtout la communauté de Terra Luna qui a justement voté pour justement que cette deuxième blockchain existe, soit créée et pour qu'ils reçoivent des airdrops. Mais encore une fois, certains avaient des gros portefeuilles de Luna et ces personnes-là ne vont pas recevoir exactement le même montant
de cette deuxième blockchain de Luna 2.0. Et on sait également c'est pas tous les exchanges qui participent à ce airdrop-là. Il y a les plus gros exchanges, donc Kraken, KuCoin, Binance. Donc, encore une fois, c'est pas toute la communauté qui va recevoir cette compensation. Je ne sais pas de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je me questionne un peu à savoir est-ce que ce ne serait pas un peu dangereux dans le sens que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont décidé de réinvestir dans Luna, parce qu'il y avait jusqu'au 27 mai, je ne me trompe pas, pour faire une espèce de photo de ça, dans le fond, puis donner des airdrops par aux gens. Donc, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas retournés investir dans la blockchain pour Ouais, recevoir un airdrop pour revendre par la suite? Parce que j'ai ouais, vu un peu sur les marchés que le nouveau Luna, quand même, parti de 50 quelques sous, a monté jusqu'à 6 il a rebaissé un petit peu. exactement. Est-ce que les gens vont pas en profiter, certains investisseurs, pour juste faire un coup d'argent pour sortir du projet, puis ça va faire encore chuter une fois le Luna 2.0? Ça va être à suivre. Effectivement, parce qu'encore une fois, on sait que Do Kwon a repris le même playbook que Mhm. Ethereum, donc a copié la façon de faire qui avait été faite suite au hack du DAO sur Ethereum. Mais encore une fois, à ce moment-là, la communauté était différente, l'industrie était différente, il n'y avait pas beaucoup d'exchange, il n'y avait pas justement ces possibilités de pouvoir profiter de la sortie sur Binance qui était après la sortie sur les autres exchanges. Donc c'est ça. C'est vraiment ce qui est difficile et ce qu'il faut faire attention lorsqu'on a ce genre de proposition-là. Maintenant, comment ça va se terminer? Eh bien, on ne sait pas. On espère que les deux blockchains vont réussir et que les projets vont revenir. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce projet-là et sur justement cette nouvelle blockchain 2.0 de Luna. Exactement. Puis je me promène un petit peu sur différents forums dans les communautés de la blockchain de Luna. Puis il y en a qui disaient à la blague, est-ce que si Luna 2.0 ne fonctionne pas, est-ce qu'il va avoir l'audace de sortir un Luna 3.0 par la suite, puis continuer encore ainsi de suite jusqu'à temps de trouver une blockchain qui fonctionne bien. Mais c'est ça. On ne sait pas comment ça va finir tout ça. C'est plate parce qu'il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent encore une fois dans ce projet-là, qui Oui. était très bien à la base, qui était quand même bien pensé, mais encore une fois, on voit qu'il n'y a rien de sûr dans la blockchain. Donc, on verra pour la suite. Sinon, on a des bonnes nouvelles aussi du côté du Panama. Ça, c'est une belle nouvelle que j'ai trouvée intéressante parce que le Panama, justement, dernièrement, parlait beaucoup de légaliser peut-être le Bitcoin, n'était pas certain encore. Regardez un petit peu au niveau du Salvador ce qui se faisait. Mais là, il y a le top 30 des banques au Panama qui sont vraiment devenues Bitcoin friendly, en fait, qui permettent aux gens de pouvoir justement transiger, acheter de la crypto-monnaie en vendre, leur déposer dans leur compte de banque en fiat sans qu'il y ait de problème, sans qu'ils ferment les comptes de banque, parce qu'on sait que nous, au Canada, on est vraiment pas chanceux à ce niveau-là, parce que les banques presque systématiquement ferment les comptes des gens qui font des transactions en crypto-monnaie. Donc, au Panama, là, ça, c'est vraiment bien accepté et puis bien vu. Donc, je pense que ça va être vraiment excellent pour la suite des choses là-bas. Oui, effectivement, surtout parce que on vous disait la semaine dernière que le président du Panama était hésitant justement à légaliser le Bitcoin, mais on sait que les institutions financières de 44 pays avaient rencontré le président du Salvador pour discuter justement de l'adoption du Bitcoin, des crypto-monnaies. Donc, on voit que il y a deux vitesses maintenant qui se passent au Panama, avec le président qui doit prendre une certaine orientation et les banques qui prennent une autre orientation qui est beaucoup plus friendly. Alors, on sait que évidemment, c'est le nerf de la guerre, avoir un compte en banque pour pouvoir justement transiger ou transiger de crypto à la devise. Et comme tu l'as dit, au Canada et dans d'autres pays également, ben, c'est Mm. plus difficile de ouvrir un compte en banque, soit pour acheter de la crypto ou alors ouvrir un compte en banque pour justement faire des affaires, partir une entreprise. En crypto-monnaie, bien sûr. Donc, Exact. on voit que justement, c'est un pas de l'avant pour les institutions financières au Panama et on espère, on est pas mal certain finalement que c'est comme ça que ça va se passer dans tous les pays dans quelques années. Mais c'est sûr parce que je pense que, tu sais, encore une fois, les institutions financières, ça pèse très lourd dans la balance. Donc, si eux-mêmes décident d'adopter les crypto-monnaies, à ce moment-là, tout le reste va suivre. Je pense que c'est une très bonne base, en tout cas, puis c'est une excellente nouvelle pour au niveau de l'adoption. Euh, Exactement. Sinon, un petit peu dans le même lien, on a un gros partenariat qui était annoncé entre Stellar puis MoneyGram.
Et en fait, c'est un partenariat qui n'est pas nouveau dans le sens que il existait déjà. C'est un partenariat entre MoneyGram et Ripple à l'époque, jusqu'à temps que Ripple ait des problèmes avec la SEC aux États-Unis. À ce moment-là, MoneyGram a décidé d'abandonner le partenariat. Puis, peu de temps après, c'est Stellar Lumens qui a réussi à l'avoir. Puis là, justement, c'est lancé, c'est officiel. Ça va permettre aux gens de pouvoir transiger via MoneyGram du stablecoin, le USDC, puis faire un transfert en fiat par la suite. Donc, ce que ça va faire, c'est que les gens ne vont pas envoyer de l'argent à l'étranger en passant par MoneyGram, bien sûr, qui était quand même une plateforme très connue, pour transiger la crypto-monnaie. Donc, à ce moment-là, ils vont sauver énormément de frais bancaires, énormément de délais aussi également. Donc, pour moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle au niveau de l'adoption, ce qu'on vient de voir aujourd'hui là, comme partenariat. Oui, c'est ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, MoneyGram est vraiment une grosse entreprise. Oui, Et pour ceux qui ne le savent pas également, les transferts internationaux génèrent énormément de frais en plus de faire ce transfert-là. Alors, tu ne le savais probablement pas, Francis, mais à un moment donné, j'ai dû faire un transfert monétaire en Afrique pour de la famille. Et j'ai dû envoyer un 10 000 $ en urgence. Et lorsque j'ai envoyé ce 10 000 $ là, j'ai dû payer 1 000 $ de frais supplémentaires pour faire cette transaction-là. Alors que en Bitcoin ou en crypto-monnaie, eh bien, les frais de transaction auraient été 10 fois moindres pour envoyer la même somme d'argent. tout Et à encore fait. une fois, ben, j'ai utilisé le service de MoneyGram et l'argent n'est arrivé que 24 heures après. OK. Donc, on sait que justement, ces systèmes financiers, le système financier ne fonctionne pas. Les grosses institutions financières profitent justement de pouvoir mettre des frais exorbitants, mais encore une fois, ce sont beaucoup des gens qui envoient de l'argent au Salvador, en Amérique latine, à d'autres endroits en Asie pour supporter leur famille. Et donc, avoir ce genre de système-là, blockchain, va permettre encore une fois de réduire les frais pour ces transferts internationaux. Tout à fait. Puis je pense que justement, la crypto-monnaie, ça peut avoir un beau cas d'utilisation si justement au niveau des transferts à l'international, parce que comme tu viens de le mentionner, justement, c'est assez épouvantable en termes de frais. Quand on parle de 1 000 $ de frais sur 10 000 $, ça fait beaucoup. Donc, en crypto-monnaie, à moins d'utiliser peut-être la blockchain Ethereum, on ne retrouvera jamais des frais aussi élevés que ça. On va parler de quelques dollars au gros maximum. Mhm. Donc, c'est sûr que ça va aider beaucoup pour l'adoption, selon moi. C'est un des cas d'utilisation les plus utilisés là, dans les prochains mois, selon moi. Exactement. En parlant de ça, justement, j'ai vu un article qui parlait qu'au niveau de l'Argentine, il y a 12% des gens là-bas qui achètent la crypto-monnaie justement pour se protéger de l'inflation. Puis justement aussi par rapport aux envois de fonds sans frais bancaires, protection de leur épargne, etc., etc. Donc, ils sont quand même 12% à utiliser ça. Le Brésil à 7%, le Mexique à 6%, puis le Pérou que je n'avais pas entendu parler encore dans le monde de la crypto, est à 5%. Donc, c'est quand même assez. Ça paraît petit comme chiffre, peut-être dit comme ça, mais je trouve que c'est quand même 5%, c'est quand même beaucoup pour ce genre de pays. Oui, c'est ça. Et on revient toujours aux différents use cases de la blockchain et des crypto-monnaies, parce que là, on voit que justement, ces personnes-là achètent bien pour se protéger de l'inflation. Alors, souvent, on va entendre pourquoi ça vaut la peine d'investir en crypto et les choix d'investissement ou les raisons d'investissement sont très différentes, que l'on soit en Amérique latine, que l'on soit en Afrique, que l'on soit en Europe ou aux États-Unis ou même au Canada. Et donc, Mhm. on voit que c'est un investissement pour ceux qui sont dans des pays développés, mais c'est une façon de protéger son argent, ses actifs pour des pays où justement l'inflation est beaucoup plus élevée que justement dans les pays développés. Donc c'est là qu'on voit effectivement, je vois que ça, on le dit, 12% en Argentine et jusqu'à 5% au Pérou, mais je suis Mhm. certain que le pourcentage est encore moins élevé au Canada, les gens qui achètent de la crypto-monnaie pour se protéger de l'inflation. Oui, ça, on entend encore, comme on dit souvent, le Canada est toujours en retard, donc éventuellement, on va peut-être être un peu plus élevé dans la chaîne. Aux États-Unis, je pense qu'ils sont quand même dans le top peut-être 10 au niveau d'investissement des crypto-monnaies. Mais par contre, ça, pour l'instant, c'est vraiment l'Argentine, le Brésil. Mais Mexique aussi en parlait beaucoup, justement, d'avoir une espèce de pesos, Mhm. d'un stablecoin collatéré avec le pesos là-bas. Donc, eux aussi, je pense que c'est un pays qu'on devrait regarder du coin de l'œil parce qu'ils risquent d'avancer rapidement au niveau de l'adoption.
Oui, c'est ça. Et même, ça m'étonne même que le Brésil ne soit pas en avance sur l'Argentine parce on vous disait la semaine dernière, justement, qu'il y avait la plus grosse banque au Brésil qui commençait à accepter, justement, à ce que ses clients puissent acheter du Bitcoin et de l'Ethereum directement via leur compte en banque. Donc, peut-être que cette nouvelle-là va leur permettre, justement, de prendre de l'avance et de dépasser les Argentins. Tout à fait. Mais je sais qu'au Brésil aussi, justement, d'ailleurs, je te parlais un peu plus tôt d'un projet Celo, un projet de blockchain. Eux, ils ont sorti un stablecoin qui est le CUSD ici, mais il y a aussi, je ne me trompe pas, c'est le MUSD ou le M. En tout cas, il faudrait qu'on retrouve exactement le bon terme, mais c'est un stablecoin pour le Brésil qui est vraiment beaucoup utilisé en ce moment là-bas. Donc, est-ce que ça va être ça qui va peut-être prendre la place d'une monnaie numérique? Ce sera à voir. Mhm. Mais je sais que le projet Celo est très investi au niveau du Brésil, donc ce sera à suivre ça aussi, hein. Excellent. Donc, ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Quentin, je te laisse le mot de la fin comme à l'habitude. Oui, donc n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine avec plus de nouvelles sur l'industrie des crypto-monnaies et de la blockchain. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.